Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, je suis heureuse de vous retrouver sur Radio Rivage pour mon émission Au fil du lien. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans mon émission Véronique Lebaudot, auxiliaire de vie. Bonjour Véronique. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. De rien, ça me fait plaisir de pouvoir m'exprimer sur cette antenne. Merci. Alors, vous êtes auxiliaire de vie, Véronique, à Aradon et sa région. Voilà, tout à fait. Je travaille sur Aradon essentiellement, mais j'élargis un petit peu jusqu'à Vannes et un petit peu au-delà même ponctuellement. D'accord. Alors, quel est le quotidien, Véronique, de votre travail d'auxiliaire de vie ? Écoutez, c'est surtout d'aider les personnes au quotidien, donc ça peut être assez large, ça peut être la toilette. Normalement, c'est fait par des infirmières, mais il nous arrive effectivement aussi de procéder à la toilette des personnes, mais c'est essentiellement alors il y a deux cas de figure, soit les personnes ont conservé un peu d'autonomie, donc là on intervient plus pour le quotidien, l'aide au repas, les déplacements, les courses, et autrement les personnes qui sont malheureusement dépendantes, où là on a une intervention un petit peu différente, c'est-à-dire qu'on s'occupe vraiment d'aider les personnes dans les déplacements, ce qu'on appelle les transferts en fait, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont vraiment complètement dépendantes et qui ne peuvent absolument pas s'occuper d'elles-mêmes sans aide extérieure en fait. D'accord, donc en fait vous êtes leurs bras et leurs jambes aussi d'une certaine manière. Tout à fait, tout à fait. Je dois dire que si on n'était pas là, elles auraient effectivement. Alors souvent elles ont en plus des déficiences intellectuelles, donc elles sont pas du tout en capacité de repère, de savoir si c'est l'heure des repas. Enfin tout ça effectivement, ça fait partie de notre travail aussi d'essayer donc de faire en sorte que la journée se déroule le mieux possible. D'accord. Donc vous êtes aussi amené à rencontrer dans votre travail au quotidien les familles de ces personnes. Ah oui, bien sûr. Au contraire, elles nous sont vraiment importantes puisque sans elles, on ne peut pas intervenir. Enfin, je veux dire, c'est elles qui mettent en place aussi tout ce qui est matériel. Lorsqu'on a besoin d'intervenants extérieurs, on est obligé. De toute façon, il faut toujours avoir l'accord des familles, soit des parents, des enfants, enfin les personnes qui ont en charge ces personnes en fait. Hein. Donc sans elles, notre travail serait évidemment beaucoup plus compliqué. Hein. C'est un échange, on est là vraiment, on travaille en étroite collaboration avec les familles. Hein. Alors familles qu'on appelle aussi les aidants. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que nous on prend le relais quand elles sont vraiment. Enfin, il y a tous les cas de figure. Il y a des personnes qui sont actives, donc qui n'interviennent malheureusement, qui peuvent pas intervenir auprès de ces personnes, donc qui délèguent des personnes comme nous pour travailler 24 heures sur 24. Eh bien, on travaille en équipe et c'est vraiment que des personnes extérieures qui s'en occupent. Il y a des cas de figure où les aidants travaillent un petit peu mais interviennent quand même, donc on est en relais. Quand c'est pas nous qui nous occupons de ces personnes, c'est les familles qui prennent le relais. Enfin, il y a vraiment tout cas de figure en fait. Hein. Oui. Chaque cas, je dirais, est vraiment particulier en fait. Hein. Sans compter qu'il n'y a pas toujours des relais médicaux, c'est-à-dire des infirmiers, des aides-soignantes. C'est pas toujours possible d'avoir l'intervention du personnel médical. Non, parce qu'elles sont malheureusement, le domicile est très demandé, donc elles sont souvent très très chargées, les infirmières. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je donnais comme exemple la toilette. Normalement c'est une tâche qui est exercée par des infirmiers, mais très souvent, de toute façon, si la personne est souillée en cours de journée, bien entendu, on ne va pas laisser la personne en état, on est obligé de faire la toilette à la place de l'infirmier. Donc c'est vraiment, on travaille vraiment en collaboration en fait. Hein. C'est vrai que. Alors depuis combien d'années, Véronique, êtes-vous auxiliaire de vie ? Alors moi ça fait 6 ans en fait, c'est pas quelque chose que j'ai fait toute ma vie parce que dans le passé j'étais assistante commerciale dans l'import-export. Commerciale, ah oui, alors c'est pas du tout le même métier. Non du tout, voilà, ça n'a absolument rien à voir. C'est un peu le hasard de la vie qui a fait qu'un jour je me suis retrouvée dans une situation où j'ai dû aider quelqu'un. J'ai découvert un peu le métier. J'ai déménagé, j'ai été licenciée et je me suis dit mais pourquoi pas faire ce métier, parce que quelque part ça m'a attirée dès la première fois.
je me suis sentie utile. Et c'est vrai que les familles ont vraiment un grand impact sur nous, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont tellement reconnaissantes, c'est tellement gratifiant ce métier. Les gens sont tellement contents de nous avoir présents pour aider leur papa, leur maman, leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs. C'est vraiment, on ressent vraiment beaucoup de gratitude vis-à-vis des familles. C'est vraiment, c'est ce qui est le plus positif, je dirais, dans ce métier-là. Oui, donc il y a des liens. On se sent utile. Oui, utile, et puis il y a des liens qui se créent. Mais tout à fait. J'ai récemment, je m'excuse, j'ai ma voix qui se... J'ai récemment accompagné une dame qui avait Alzheimer, donc jusqu'à la fin, et donc on a vraiment été très proches des familles. C'est vraiment des liens très très forts qui se créent puisqu'on est là vraiment jusqu'au dernier instant. En fait, hein. Oui, c'est vrai que c'est des moments gratifiants, mais parfois aussi il y a des moments durs. Est-ce que vous avez une formation spécifique ? Alors, j'ai eu une formation en fait sur le tas essentiellement et une petite formation de 15 jours pour des gestes un peu techniques quand même, qui sont utiles en fait pour déplacer les personnes, parce que il faut quand même avoir des gestes bien précis. On peut faire autrement beaucoup de mal à ces personnes. Voilà, il y a des choses évidemment à ne pas faire. Les toilettes, que évidemment j'ai appris à faire les toilettes, mais tout ça se fait vraiment progressivement en fait, hein, parce que la meilleure école c'est vraiment le terrain en fait. Hein. D'accord. Alors, oui, bien sûr, au fur et à mesure, effectivement, vous apprenez. Mais alors, vous savez, de nos jours, enfin, vous le savez, il y a une crise auprès des auxiliaires de vie, les difficultés de recrutement d'un personnel pérenne. Quelle est, votre vision de la situation ? Je pense qu'en fait, il y a une question d'âge, parce que si je prends mon cas particulier, je sais que j'ai beaucoup pensé, je me suis posé cette question-là. Je crois qu'il y a 20 ans, j'aurais pas été en capacité de faire ce travail. Je crois que la jeunesse fait qu'on a une approche de la maladie, de la vieillesse, de la personne âgée tout simplement qui est un petit peu péjorative. On voit ça, et je veux dire, il y a un peu l'approche, parce qu'on côtoie la maladie, on côtoie la mort entre guillemets au quotidien, donc tout ça, c'est des choses en fait qu'on appréhende peut-être différemment quand on a 20 ans, 30 ans. Oui, certainement, oui. Et je crois que même l'échange qui peut se faire avec la personne âgée ou la personne dépendante, je pense qu'il y a un côté rassurant quand on arrive à un certain âge. Les personnes sont plus en confiance, je ne sais pas pourquoi. Je pense que... Et c'est vrai que moi, je pense qu'il y a 20 ans, j'aurais pas été capable de faire ce métier-là. Je pense que j'aurais pas vu les choses de la même façon. Maintenant, je pense qu'il y a aussi les conditions qui sont quand même difficiles, c'est-à-dire que on travaille à domicile, donc à domicile, il n'y a pas un cadre juridique profond. C'est des choses qui se font vraiment entre nous et la famille. Donc, il faut être surtout vraiment que les choses soient très bien cadrées, en fait, très organisées. On peut pas intervenir dans des maisons comme ça sans que les choses aient bien été dites, écrites, expliquées, voilà, parce que il y a des risques, hein, voilà, je veux dire qu'il faut quand même, et je pense que les gens ne connaissent pas. Travailler à domicile, c'est pas quelque chose qui, je veux dire, c'est un métier récent pour moi en fait. Donc les choses ont été très très vite parce que effectivement les gens restent de plus en plus à la maison, mais il y a encore 10 ans, 20 ans, les gens ne savent pas, par exemple, qu'il y a beaucoup de choses qui sont prises en charge par la sécurité sociale au niveau du matériel. Vous voyez, il y a encore, je pense, beaucoup de choses à éclaircir auprès des familles, des personnes qui seraient intéressées par ce métier. Je pense que c'est encore très... En fait, un déficit en information. Je pense, voilà, c'est tout à fait ça, en information. Pardon. Et je pense que ce métier n'est pas suffisamment valorisé. Alors, il n'est pas valorisé en termes salarial également ? Tout à fait, en termes salarial, bien sûr. Alors après, je dirais que c'est à chacun, parce que quand on est à domicile, en fait, le tarif, alors il y a des moyennes par secteur, mais c'est à chacun, en fait, en fonction de ses capacités, de comment on se sent, des négociations à faire entre les employeurs et vous-même, donc les familles. Il y a toujours possibilité de... Après, je dirais que c'est plus au niveau du matériel.
au niveau des aides extérieures qu'il peut y avoir. Les familles sont pas bien informées non plus. Par exemple, l'APA. Oui, l'APA, oui, tout à fait. L'allocation pour l'autonomie, effectivement, que les personnes âgées peuvent solliciter avec évidemment des barèmes et qui leur permet d'avoir du matériel médical entièrement pris en charge. Tout à fait, voilà. Et ça, c'est très important pour le maintien à domicile. Parce que souvent, le maintien à domicile n'est pas toujours, on ne peut pas toujours l'anticiper. Ben oui, c'est ça le problème, c'est que parce que la PAD n'est pas indispensable pour le matériel en fait. Il suffit d'avoir une ordonnance de son médecin, de son généraliste. Le médecin commence par faire une ordonnance pour le lit médicalisé. Après, si l'état se dégrade, et bien voilà, du matériel supplémentaire pour justement assister pour les transferts, des fauteuils roulants, les verticalisateurs pour l'aide aux toilettes. Enfin, il y a tout un panel de matériel qui permettent de justement avoir des gestes faciles auprès de la personne dépendante. Et tout ça est pris en charge par la sécurité sociale. Évidemment, c'est validé par un médecin qui évalue l'état de dépendance de la personne et qui, lui, est en mesure de faire une ordonnance pour que les personnes puissent avoir auprès de magasins spécialisés tout ce matériel. D'accord. Les personnes ne le savent pas, en fait. Pas toujours, effectivement. Alors vous, Véronique, vous êtes auxiliaire de vie à domicile. Et donc, quels sont pour vous les bénéfices, les apports du maintien à domicile de la personne âgée par rapport, voyez, à un placement soit en EHPAD ou soit dans une maison de retraite médicalisée? Quelle est votre approche, vous, du maintien à domicile? Alors, je pense que la personne reste dans son élément, donc et quand même, si la personne est consciente ou pas, il y a toujours ce ressenti en fait. Si on enlève la personne de son quotidien, de l'endroit où elle a vécu pendant 40, 50 ans, la personne peut être vite déstabilisée, perturbée, et souvent les personnes qui rentrent en maison médicalisée justement se dégradent beaucoup plus rapidement parce qu'elles se retrouvent du jour au lendemain dans un endroit inconnu avec la famille qui n'est plus présente, parce que dans toutes les familles où j'interviens, les parents sont autour, c'est-à-dire qu'en fait la dame qui est malade, elle a ses enfants qui la visitent comme avant, ils viennent dans la maison, donc la vie de famille continue en quelque sorte. Les petits-enfants ils viennent la voir à n'importe quel moment. La vie paraît quasi normale, en fait, entre guillemets. D'accord. Simplement, il y a des aides et voilà, des choses qui font que on aide cette personne à vivre au mieux. Mais disons que l'environnement reste le même. Je pense que c'est ce qui est le plus important, en fait. Alors, vous nous disiez, Véronique, que vous exercez cette profession depuis 6 ans et que nous avons vécu entre-temps la pandémie. Comment avez-vous vécu cette période, Véronique? Alors, moi, je dois dire que ça m'a pas énormément. Alors, il y a eu évidemment, les restrictions, c'est-à-dire les protections à le port du masque, des choses qu'on a dû comme ça apprendre au fur et à mesure. Malheureusement, de toute façon, on protège toujours le malade le mieux que l'on peut. Donc, le masque, en général, il faut pas attendre la pendaison pour le porter. Quand on sait que on veut éviter une personne fragile, elle a besoin d'être protégée. Il y a simplement, effectivement, il y a eu une période quand il y a eu vraiment les tout débuts en fait de la pendaison, où là personne ne savait vers quoi on allait, où ça a été un petit peu compliqué à gérer. Mais bon, ça s'est fait. En fait, le quotidien n'a pas vraiment été bouleversé, chamboulé. De toute façon, il fallait qu'on soit là, donc on a continué notre travail. En première ligne, je dirais, c'est l'expression qui était utilisée à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Vous vous êtes adapté à la situation. Oui, voilà. Vraiment, je veux dire, on a fait les choses comme elles devaient être faites. Il a fallu s'adapter. Bon, il y a eu des petites modifications, peut-être effectivement des choses, des protections à utiliser davantage, à essayer vraiment de protéger au mieux les personnes. Être plus vigilant, disons, dans cette période. Voilà. Tout à fait, être plus vigilant, mais bon, c'est des choses qu'on faisait déjà auparavant, le lavage des mains, porter des masques. En fait, je pense que c'est quelque chose que en hôpital ou en structure, on met en place. Oui, tout à fait. Ce sont des gestes qui font partie d'un protocole d'intervention. Tout à fait. Alors, pour améliorer votre fonction d'auxiliaire de vie, donc votre profession, de votre point de vue, quelles seraient les pistes sur lesquelles il faudrait réfléchir et les projets à mettre en place? Je pense qu'il faudrait plus encadrer les choses, c'est-à-dire qu'en fait,
d'un point de vue salaire déjà, c'est-à-dire qu'en fait, il devrait y avoir un règlement du travail peut-être plus étudié pour ce métier-là, parce que c'est vrai que les statuts n'ont pas été revus, que ce soit pour les congés payés, vous voyez, on va dire qu'on a des conditions de travail qui sont quand même assez précaires en fait. Parce que, bon, un particulier n'est pas une entreprise, donc c'est compliqué pour une famille de gérer tout le côté administratif. Oui. Malgré que l'URSSAF a mis en place un site, enfin c'est quand même relativement bien fait. Mais je veux dire, théoriquement, il devrait y avoir un contrat de travail, donc c'est compliqué pour des familles dont ce n'est pas le métier. Oui, effectivement. S'organiser pour les remplacements, puisque quand on maintient un domicile et qu'on peut absolument pas laisser les personnes seules qui sont vraiment complètement dépendantes, c'est compliqué des fois de trouver des gens pour prendre le relais, pour pouvoir partir en vacances. Donc protéger les gens par rapport à leur... Je pense que c'est ça aussi qui fait que les gens n'ont pas envie de se lancer dans du domicile, parce que pour les congés, c'est compliqué. Pour les vacances, voilà, je veux dire, et en plus, il faut savoir que les congés payés sont pris dans le tarif, hein, c'est pas le taux horaire, voilà. Enfin, je veux dire, c'est des détails qui font que des gens n'ont pas envie de s'embarquer dans ce travail, parce que c'est vrai que c'est compliqué à gérer avec les familles, en fait. C'est un ensemble de choses, je trouve, qui n'est pas encore bien organisé et pas assez encadré, je pense. Alors, il faudrait à la fois plus de relais, que ce soit moins empirique pour l'auxiliaire de vie, également pour la famille, parce que c'est pas simple, hein, ça peut pas, ça suppose comme une organisation, c'est pas du tout de l'improvisation, et que donc effectivement, comme vous dites Véronique, il faudrait peut-être un socle plus encadré. En tout cas, c'est votre ressenti. Oui, pour moi, je pense que ça attirerait beaucoup plus de monde, parce que c'est vrai que, voilà, je veux dire, c'est pas évident, parfois aussi bien dans les deux sens. On peut avoir des familles qui sont pas en capacité, par exemple, de faire un contrat de travail, de faire une déclaration sur Internet à l'URSSAF. Vous voyez, tout ça, ça peut des fois avoir des... après, une fois que la personne, lorsqu'on n'intervient plus chez cette personne, il y a aussi une attestation acédique à remettre. Oui. Tout ça, c'est pas toujours à la portée, en fait, d'un particulier. Oui, donc il faudrait davantage peut-être aussi accompagner les aidants sur le plan administratif. Tout à fait, oui, je pense que ça serait qu'ils soient mieux informés, mieux aidés sur le plan administratif, ça leur faciliterait les démarches, je pense. Oui, parce que l'enjeu, finalement, c'est le conditionnement à toutes ces difficultés du maintien à domicile. Quand il y a trop de difficultés qui sont pourtant pas insurmontables, mais sur le moment assez décourageant, la personne âgée, finalement, voit son projet de maintien à domicile fragilisé. Exactement, et renonce. Ah oui, elles finissent par baisser les bras parce que elles sont fatiguées, elles sont âgées ou n'ont pas d'enfants, ou n'ont pas de neveux et nièces pour les aider, donc elles abandonnent en fait. Donc voilà, elles partent alors que il y aurait peut-être pas grand-chose à faire, mais simplement elles le savent pas, elles ont besoin d'être aidées en fait. Oui, alors c'est vrai que ça reprend beaucoup de témoignages qu'on a également, nous, sur la presqu'île de Rhuys, notamment à Arzon, là où notre studio est installé. Et effectivement, beaucoup de familles nous disent, c'est tellement à la fois compliqué et au niveau des démarches, il faut faire beaucoup de choses, ça prend beaucoup de temps, et en même temps insécurisant, parce qu'il y a aussi la sécurité de la personne âgée, hein, comme vous le dites, hein, il faut intervenir tous les jours. Une personne qui ne peut pas se mouvoir doit être prise totalement en charge, et que dès qu'un maillon de la chaîne manque, et c'est toute cette vie à domicile qui est remise en question. Tout à fait, c'est tout à fait ça. D'accord, alors Radio Rivage salue les personnes âgées à chacune de ces émissions, notamment mon émission Au fil du lien. Nous pensons beaucoup à elles, je sais qu'elles écoutent Radio Rivage, qu'elles sont toujours très attentives à ce qu'on parle de leur situation, et qu'effectivement ce lien dont vous avez parlé, social, familial, est indispensable aussi pour bien vieillir, et que la vie de famille finalement c'est sans doute le levier le plus dynamique pour que ces personnes poursuivent leur vie jusqu'à la fin. Tout à fait, c'est le but. Exactement. C'est le but, de donner un mouvement continuel à chaque vie. Voilà, et continuer sa vie, même si on est dépendante, de pouvoir rester dans son logement, entouré des siens, dans son rythme de vie, sans être bousculé
et retiré de tout ça. Voilà, le but est là, bien entendu, de mener sa vie le plus normalement possible. Alors c'est vrai que c'est un sujet passionnant parce qu'il nous concerne tous et qu'on a à cœur effectivement de beaucoup en parler sur Radio Rivage. Pour chacun de mes invités, Véronique, je tends une carte blanche qui permet à l'invité d'aborder un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Quel est-il pour vous, Véronique, ce sujet ? Ce que j'aurais envie de dire, c'est m'adresser peut-être à la jeunesse aujourd'hui, en fait, dire que finalement, ne pas avoir peur de travailler avec la personne âgée. Je pense que c'est un métier très enrichissant. C'est des personnes qui peuvent beaucoup nous apporter. Elles sont très riches de connaissances, de savoir, d'expérience. Donc, j'ai envie de m'adresser à cette belle jeunesse aujourd'hui qui manque parfois d'enthousiasme dans le monde du travail. N'hésitez pas à aller vers ces métiers, tourner vers l'autre, la personne âgée. Vous en retirerez une grande richesse personnelle, vous en tirerez quelque chose de très positif pour votre vie. J'ai envie de dire à cette jeunesse de ne pas avoir peur de l'âge avancé, de la vieillesse. Au contraire, c'est quelque chose qui peut être très, très porteur de beaux sentiments, de belles choses et de beaux souvenirs. Quel bel appel. En fait, un manque d'enthousiasme parfois lié aussi à la méconnaissance du métier d'auxiliaire de vie et puis aussi des conditions de travail, mais qui peuvent être améliorées. Oui, c'est un sujet, voyez-vous, qui fait débat et qu'on a pu aborder aujourd'hui, en essayant de voir un peu votre quotidien. Merci beaucoup, Véronique, d'être intervenue sur Radio Rivage dans mon émission Au fil du lien. Merci à vous. Je vous dis à bientôt et à bientôt aussi, chers auditeurs, pour une nouvelle émission Au fil du lien. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.